Marc, bonjour. Bonjour Vincent. Joe Biden semble avoir remporté l'élection présidentielle américaine. Je dis semble parce qu'on est toujours dans l'attente de contestation de Donald Trump au moment où nous enregistrons. Mais pour vous, il y a une conclusion à tirer, d'ores et déjà, c'est que le grand gagnant, ou plutôt la grande gagnante de cette élection de Joe Biden, c'est la Chine. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Oui, complètement. C'est-à-dire, en fait, alors, bon, je sais qu'en France, on déteste Donald Trump, ça c'est sûr. On l'a vu un peu tout le monde, bien entendu. Alors, c'est vrai qu'il est un peu particulier, un peu extravagant, exhibarant, ce que vous voulez, mais c'est le seul qui a eu le courage de s'opposer à la Chine. Ça, on ne peut pas lui enlever ça. Hein. Son bilan économique, d'ailleurs, est également bon, il ne faut pas l'oublier. Il a quand même baissé les impôts, alors que Biden, lui, veut les augmenter. Donc, ça va quand même affaiblir la dynamique d'investissement aux États-Unis, quoi qu'on en dise. Mais surtout, le vrai enjeu, c'est que je comparais d'ailleurs souvent Trump à Reagan dans les années 80, où c'était le seul qui a eu la poigne de casser l'hégémonie des Japonais à l'époque. Parce qu'à l'époque, la Chine de l'époque, c'était le Japon, qui effectivement devait tout rafler sur son passage, et elle était en passe de le faire. Sauf que Reagan leur a tendu un piège incroyable, leur a dit très bien, donc si vous voulez nous dépasser, vous devrez apprécier le yen. Et c'est ce qu'ont fait les Japonais en pensant qu'ils allaient évidemment gagner haut la main. Et donc à l'époque, le yen, en quelques trimestres, s'est apprécié de 200 yens pour $1 à 80 yens pour $1. Et de cette erreur stratégique, les Japonais ne s'en sont jamais remis. Encore aujourd'hui, ils payent cette erreur. Donc là, effectivement, avec la Chine, alors là, les Chinois ne sont pas des Japonais, comme vous le savez, donc eux, ils ne tombent pas dans le même piège. C'est-à-dire que vous savez très bien que le yuan, donc la devise chinoise, n'est pas convertible. C'est une devise avec un contrôle d'échange. Donc les Chinois, on ne peut pas leur imposer, rappelez-vous, du temps d'Obama, la crise de 2009, etc. Tout le monde a dit, allez, aux Chinois, appréciez le yuan, etc. Ils disent, non. Le yuan n'a pas bougé pendant des années. Les Chinois ont maintenu effectivement le yuan. Encore dernièrement, au début de la pandémie, le yuan s'est déprécié. Pareil en 2015. Et là, qu'est-ce qui se passe depuis quelques jours, quelques semaines même ? Le yuan s'apprécie de nouveau vis-à-vis du dollar. Parce qu'il y a que le yuan n'est que échangeable contre le dollar. Donc ce qui veut dire que aujourd'hui, les Chinois, ils savent que s'ils veulent demain être la première puissance mondiale, il leur faut bien sûr une devise mondiale, le yuan. Mais pour ce faire, il faut que le yuan soit fort. Donc ils ne sont pas encore prêts, donc ils vont prendre du temps. Et ce qu'avait réussi à faire Trump, c'était à stopper le rouleau compresseur chinois. Vous voyez, je vous rappelle que, juste un chiffre, avant de rebondir sur votre question, le PIB chinois, depuis 1980, a augmenté, hors inflation, de 3260%. Les Américains, sur la même période, plus 188%. Alors bien sûr, en termes de PIB par habitant, les Chinois sont encore très loin, ils sont 50e mondiaux. Mais justement, c'est ce qui donne leur force. C'est qu'il y a 20 ans, il y avait à peu près 100 millions de Chinois qui vivaient correctement. Ils sont aujourd'hui 650 millions. Donc il y a à peu près 800 millions qui attendent, mais il y a un potentiel effectivement de rattrapage énorme. Donc c'est ce qui fait que si on ne freine pas cette dynamique, le rouleau compresseur chinois va continuer et ça sera évidemment la première puissance. Alors quand vous dites que Trump est parvenu à briser le rouleau compresseur chinois... Enfin, du moins le stopper un petit peu, le freiner. Oui, c'est peut-être aller un peu vite en besogne parce que quand on regarde réellement ce qui a été réalisé dans le terme des accords entre la Chine et les États-Unis, les importations en provenance des États-Unis, on les attend toujours. Hein. Ah oui, c'est sûr. Non, bien sûr. Non, mais il y a quand même des droits de douane, etc. Mais ce qui comptait avant tout, et moi je pensais justement que, alors on verra peut-être que Biden va le faire. Vous savez, souvent les guerriers font la paix et les pacifistes font la guerre. Donc on ne le sait pas. C'est vrai que pour l'instant, ce qu'il a dit dans sa campagne, c'est plutôt la même longueur d'onde qu'Obama. Ça veut dire, on va trouver un terrain d'entente, on va être sympa, entre guillemets. Évidemment, les Chinois s'engouffrent dans la brèche, vous voyez ce que je veux dire. Nous, les Européens, on fait la même chose. On dit non, mais oui, on va trouver des accords. Non. Donc aujourd'hui, il y a cette volonté chinoise hégémonique. Il faut être honnête, il faut appeler un chat un chat. Donc on peut la comprendre, mais les Chinois, ils dominent l'Afrique. Ils dominent l'Asie, bien entendu. Et ils commencent à dominer l'Europe. Je rappelle que la moitié du port du Pirée en Grèce appartient à la Chine. Plus de à peu près 20% du port de Gênes appartient également à la Chine. Je crois même que c'est même 30%. Bon, donc voilà, la route de la soie, elle est là. Vous comprenez ? Et donc à partir de là, si on ne stoppe pas, moi je pensais par exemple qu'avec cette pandémie, c'était un des objets de mon livre Reset, j'avais dit voilà, on va faire un reset. Et comme cette pandémie vient de Chine, on va dire aux Chinois maintenant ça suffit. On veut continuer bien sûr à commercer avec vous, mais on va vous imposer des normes sanitaires, des normes démocratiques, des normes sociales. Voyez ? Et on n'a rien fait. Regardez, c'est incroyable. Après cette pandémie, quel est le pays qui s'en sort le mieux au monde ? C'est la Chine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chine est déjà revenue sur une croissance de 5% en glissement annuel.
Voyez, et les indicateurs avancés qu'on appelle des directeurs d'achat, donc Caxi, mais c'est privé quand même, c'est Markit qui reprend ça, eh bien, ça nous dit que les Chinois vont retrouver 7 à 8% de croissance d'ici le début 2021. Et ça, c'était avant le vaccin, bien sûr. Donc, vous voyez que tout ça fait que les Chinois ont déjà digéré et enterré la crise qui vient de chez eux. Donc, on n'a rien compris. On achète toujours effectivement autant chinois. Donc, il fallait justement, et il faudrait, alors j'espère qu'on le fera quand même sans Trump, qu'on arrivera à se mettre d'accord, les États-Unis, les Européens, pour stopper effectivement cette hégémonie. Mais est-ce que le problème, c'est vraiment de stopper les Chinois ou plutôt de considérer que leur force n'est pas un problème du moment que nous sommes forts nous-mêmes? Or, aujourd'hui, nous sommes particulièrement faibles. Considérons tout simplement l'innovation et la R&D. Bon, il semble aujourd'hui que l'avance de la Chine soit difficilement contestable par rapport à celle de l'Europe. Je vais vous dire, le grand problème qu'on a vécu, l'erreur majeure qu'on a fait, c'est qu'on a sous-estimé les Chinois, notamment en Europe. Mais ça fait des années, si vous voulez, moi ça fait 20-25 ans que j'avais vu les dirigeants chinois de l'époque, ils nous avaient dit clairement ce qu'ils voulaient faire. Et tout ce qu'ils ont dit, ils l'ont fait. Donc ils nous ont prévenus. Et ils n'ont pas pris en traite, comme on disait, ils nous ont prévenus. Et nous, on n'y a pas cru. Non. Mais encore dernièrement, je faisais des conférences, certains me disaient, ou des débats avec des économistes, non, mais la Chine, c'est des copieurs. Mais ils n'ont rien compris. La Chine, aujourd'hui, elle consacre 2,2% de son PIB à la recherche-développement. C'est la première puissance mondiale en R&D dans les énergies renouvelables. La deuxième puissance en R&D derrière les États-Unis en valeur absolue. Donc, évidemment, ils ne nous ont pas attendus. Donc, c'est ça le piège. Et surtout, ils ont, pendant cette période faste de rattrapage pour eux, je vous dis, la Chine, c'était, quand vous regardez le PIB chinois en parité de pouvoir d'achat, ça veut dire en enlevant les différents pouvoirs d'achat, c'était 2% du PIB mondial en 1980. Pourtant, ils avaient déjà plus d'1 milliard d'habitants. Aujourd'hui, c'est combien ? C'est 20% du PIB mondial. Alors que les Américains, c'est combien ? C'était 22% des années 80-90. Aujourd'hui, c'est 15%. La zone euro, c'est 11%. Donc, si on regarde en parité de pouvoir d'achat, la Chine est déjà la première puissance mondiale. Mais ça ne leur suffit pas, parce qu'ils veulent devenir la première puissance économique et financière. Et donc, c'est pourquoi ils ont besoin du yuan. Et ça arrivera, je pense, d'ici une dizaine d'années. Mais entre-temps, cette puissance économique leur a conféré une puissance financière. Laquelle ? Eh bien déjà, ils ont aujourd'hui 3 150 milliards de dollars de réserves de change. Ça, c'est une grosse surprise de la crise, parce que, je crois que j'avais dit ici même ou ailleurs, c'est que, par exemple, en 2015, ils avaient 4 000 milliards de dollars de réserves de change. Ils ont utilisé 1 000 milliards de dollars, parce qu'il y avait une crise en 2015 en Chine, pour relancer la machine. Si bien qu'on n'a pas vu la crise en 2015 en Chine. Ils ont redémarré. Et là, pareil, ils avaient donc, au début de la crise, justement 3 000 milliards. Donc je me dis, ils vont peut-être encore utiliser 1 000, il va leur rester 2 000. Non, parce qu'en fait, ça a déjà redémarré. Donc ils ont déjà réaugmenté leurs réserves de change. C'est incroyable. Donc ça, si vous voulez, pour donner une image, c'est l'équivalent du PIB allemand en stock à la Banque centrale chinoise. Première puissance financière. Donc deuxième puissance, ils ont 1500 milliards de dollars de bons du trésor américain, 1200 milliards d'euros de bons du trésor européen. Ils ont un fonds souverain de à peu près 1500 milliards de dollars. Enfin bon, c'est des sommes colossales qui sont à disposition des Chinois. Donc qui peuvent utiliser pour nous faire mal. Si demain ils vendent tout leur stock de bons du trésor, alors ça leur fera mal à eux aussi. Mais là, les taux d'intérêt peuvent augmenter, et là, ils peuvent complètement casser notre croissance. Donc, on s'est laissé avoir. Je suis désolé de l'expression, on s'est laissé avoir, et c'est vrai que le seul qui a osé s'opposer à ça, ça a été Trump. Alors maintenant, est-ce que Biden va le faire ? Je l'espère, bien sûr, je l'espère. Mais il faudrait même un accord États-Unis-Europe pour freiner les Chinois. Mais alors, quand vous dites on s'est laissé avoir, c'est peut-être un terme un peu abusif, puisque vous le reconnaissez vous-même, on a été prévenu. Donc on n'a pas été pris en traître. Ah non, pas du tout, justement. C'est ce que je dis, on s'est laissé avoir. On savait qu'on allait se faire avoir, mais on l'a laissé faire. Et ça, c'est nos dirigeants, il faut être honnête. C'est nos dirigeants qui n'ont pas été à la hauteur de la situation. On se dit, non mais les Chinois, c'est des copieurs, ils vont rien faire, c'est pas dangereux. Quelle erreur stratégique! Une erreur stratégique incroyable qu'ont fait nos dirigeants, notamment en France, parce qu'en Allemagne, par exemple, à la différence, ils ont très bien compris que la Chine, c'était une puissance qui allait monter, et donc ils ont développé leurs exportations vers la Chine. Heureusement, nos entreprises françaises, eux aussi, certaines d'entre elles, ont développé leur production en Chine. Alors, il y a le luxe, évidemment, qui a beaucoup profité de la croissance chinoise, et donc le luxe français notamment, ça c'est sûr, mais à part ça, malheureusement, on a pris énormément de retard, vous l'avez dit tout à l'heure, sur la recherche-développement. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que si, effectivement, on a toujours un train d'avance en recherche-développement, d'ailleurs, les Chinois resteront derrière nous. Là, maintenant, c'est eux qui ont le train d'avance en termes d'innovation. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et donc,
je vois aujourd'hui la situation, on est surendetté. Alors les Chinois aussi, ils ont un peu de dette, mais bon, comme j'évoquais, ils ont des réserves de change, ils ont de quoi voir venir. Nous, on est extrêmement endettés, on n'a pas de marge de manœuvre. Quand vous dites qu'ils ont un peu de dette, ils ont pas mal de dettes. Hein. Alors, la dette privée et publique oui, agglomérée, elle est tout de même énorme. C'est évident. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous regardez la dette privée et la dette publique en même temps, c'est à peu près le même niveau que nous. Ça, c'est sûr. Mais néanmoins, ce qui compte dans la dette, c'est pas le niveau de dette qui compte. Ce qui compte, c'est la soutenabilité de la dette. C'est-à-dire, est-ce que ma dette génère de la croissance pour au moins payer les intérêts de la dette? Si c'est le cas, pas de problème. Et c'est le cas en Chine. Et par contre, chez nous, c'est pas le cas. Donc c'est ça qui est dangereux. C'est que pour les années à venir, nous, on va mettre des années à panser nos plaies penser avec un A évidemment, hein, du Covid, hein, ou de la Covid comme vous voulez, mais alors que les Chinois, eux, ils ont déjà oublié, ils ont déjà avancé, ils sont déjà peut-être à la prochaine pandémie, enfin j'espère pas bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que ils ont malheureusement ce train d'avance par rapport à nous en termes de dynamique économique. Alors attention, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, nous, notre devoir, ça serait de stopper la Chine, non pas pour leur faire mal, c'est ce que je veux dire, mais pour justement rééquilibrer les forces. Parce que là, les Chinois deviennent trop forts, trop puissants, et nous trop faibles. Et donc le fait qu'on avait une Amérique forte, c'est vrai, alors peut-être un petit peu trop exubérante, l'Amérique qu'on n'aime pas forcément, ça c'est sûr. Déjà, bon, en France, on l'aime pas beaucoup. Mais là, si l'Amérique s'affaiblit, par exemple en augmentant les impôts, ce que demande Biden, j'espère qu'il ne le fera pas, mais bon, quand on augmente les impôts, c'est inévitable, surtout sur les entreprises, vous affaiblissez votre économie. Hein. François Hollande l'avait fait en France, il s'en est mordu les doigts. Hein, il n'y a pas que lui qui l'a fait, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on augmente les impôts, on affaiblit son économie. C'est inévitable. Donc, si nous, on affaiblit notre économie, quand je dis nous, les Européens, voire les Américains, alors que les Chinois sont plus forts, on joue un jeu extrêmement dangereux. Est-ce qu'il n'y a pas un paramètre que vous avez un peu occulté dans votre raisonnement et qui pourrait, dans le cadre d'un rapport de force, hein, là on est plus dans la géostratégie d'ailleurs que dans la pure économie, même si l'économie est une des composantes de cette géostratégie, est-ce que dans ce rapport de force, vous n'omettez pas tout simplement le vieillissement très rapide de la population chinoise? Oui, c'est sûr, mais encore, nous aussi, on a ce problème de vieillissement. Oui, nous, en Europe, on a un problème près identique. Alors, le choc va être aussi très important pour l'économie chinoise. Alors, effectivement, il va être important. Encore une fois, je reviens sur cette dynamique de croissance. Les Chinois, ils ont encore, alors malheureusement ou heureusement, ils ont encore 800 millions de personnes qui attendent de monter dans le train du niveau de vie, si vous voulez. Donc ça, c'est un potentiel de croissance énorme, donc qui peut effectivement permettre de digérer les problèmes de retraite, les problèmes, etc. Et après, il y a aussi un modèle de société qui justement valorise la personne âgée, ce qui n'est pas forcément le cas chez nous. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que de l'économie, comme vous l'avez bien dit, il y a beaucoup également de philosophie. Je pense que c'est ça. Alors, moi, je pense que, par contre, le point faible des Chinois, justement, c'est qu'ils adorent l'argent. C'est-à-dire qu'ils sont bien plus capitalistes que nous. C'est-à-dire qu'ils ont beau être une dictature communiste, mais ils peuvent justement faire cette erreur d'être trop pressés, entre guillemets, de vouloir justement avoir des entreprises qui explosent en bourse, etc. Et c'est là où nous, on a une carte à jouer. Les prendre à leur propre piège. C'est-à-dire, comme ils ont surinvesti pour des décennies de croissance forte, si jamais on leur passe moins de commandes, ou alors on passe des commandes dans d'autres pays, à ce moment-là, ils auront du surinvestissement. Et c'est là où la dette énorme va se voir. Parce que si votre dette ne génère pas de croissance, ou suffisamment de croissance, là, vous devez payer le surinvestissement. Et vous êtes en train de faire l'apologie du protectionnisme alors? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Imposer des règles. Aujourd'hui, on a une distorsion de concurrence. Moi, je suis pour le libre-échange, bien entendu. Mais aujourd'hui, c'est clair que quand on voit les produits chinois... Alors, quand les produits chinois, c'est des produits bas de gamme, on peut dire, bon, ok, non, c'est des produits haut de gamme, donc ils sont vraiment concurrents par rapport aux nôtres, mais avec des prix beaucoup moins élevés. Donc, ça veut dire que... Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de normes sanitaires, ils n'ont pas de normes sociales, ou très peu, et ils n'ont pas de normes démocratiques. Ça veut dire que c'est quand même un gros problème. C'est-à-dire que c'est une dictature. Donc... Vous voyez, le Covid, on ne saura jamais ce qui s'est passé en Chine. On ne le saura jamais, peut-être dans 20 ans. Mais on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé, combien de morts il y a eu, etc., d'où ça vient. Vous voyez, parce que c'est une dictature. Donc on n'est pas sur un pied d'égalité. Alors je dis justement, il ne faut pas qu'on devienne une dictature. Hein. Il faut que les Chinois deviennent une démocratie. Vous voyez, donc, mais c'est notre rôle également, à nous. On ne peut pas avoir d'ingérence des Chinois, mais si justement, d'un point de vue économique, on les titille, alors là, ils vont devoir réagir. Parce que sinon, c'est clair, dans 10 ans, ils auront une économie suffisamment forte pour imposer le yuan comme un concurrent du dollar. Et une fois que le dollar va perdre son hégémonie, les Américains vont tomber de leur piédestal. Et là, à ce moment-là, ça va être très difficile à gérer. Parce que je peux vous dire que les Chinois seront beaucoup moins sympas que les Américains vis-à-vis de nous dans des relations bilatérales, économiques ou autres. Donc, il faut être prudent par rapport à ça, parce que là, ce sera une crise
un vrai changement de paradigme, bon, ça ne sera pas avant une dizaine d'années, donc chaque crise en son temps. On dit on va sortir de celle-là, on verra celle de l'après, mais c'est ça qu'on demande à nos dirigeants, c'est d'anticiper. Aujourd'hui, on a des dirigeants qui réagissent sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Vous voyez ? Non, on veut des dirigeants qui nous disent voilà ce qui va se passer dans 10 ans. Et ça a été la force de la Chine. Alors si je ramène cette discussion aux intérêts de l'investisseur, à vous écouter, il faut jouer la puissance montante. Non, alors moi, par contre, justement, ce qu'il faut bien savoir, c'est que j'ai toujours déconseillé d'investir en Chine d'un point de vue boursier. D'un point de vue économique, non, parce qu'effectivement, nos entreprises, elles ont des marchés à prendre. D'un point de vue boursier, alors ça dépend des entreprises, mais le problème, parce que évidemment, je me suis intéressé, c'est que vous avez des entreprises chinoises cotées en bourse, mais qui dépendent du gouvernement, donc qui dépendent de la puissance publique. Donc si jamais, pour vous discuter raison, demain, il y a un changement à la tête du Parti communiste ou autre en Chine, et qu'on décide que cette entreprise-là n'a plus les commandes qu'elle avait avant, alors qu'elle est cotée en bourse, évidemment son cours s'effondre en bourse. En Chine, je vous rappelle, c'est pas comme chez nous, il n'y a pas des commissaires aux comptes, il n'y a pas de transparence, on ne sait pas ce que valent vraiment les entreprises. Donc par contre, j'aurais plus tendance, comme toujours, à conseiller d'investir dans des entreprises qui commercent effectivement avec la Chine, mais bon, là aussi, on a encore une fois, beaucoup de prudence. Je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, vous savez, comme on part quand même d'un niveau très élevé sur les marchés boursiers, parce que bon, là, il y a eu la pandémie, mais on a fortement remonté, surtout s'il y a un vaccin, tant mieux, encore une fois. On part quand même d'un niveau extrêmement élevé par rapport à la réalité économique. Donc, d'un point de vue boursier, il faut être extrêmement prudent. Pourquoi pas investir sur le long terme, mais quand même rester extrêmement prudent. Et il y a une composante que personne, malheureusement, ne détient, c'est de voir si on va avoir la force, les Américains avec Biden et nous avec, on verra qui, les Européens, d'être assez forts pour mettre le haut là et stopper l'hégémonie chinoise. Et ça, c'est pas gagné d'avance, malheureusement. Alors, je précise pour les internautes, là, quand vous faites allusion au vaccin, vous faites allusion en fait à l'annonce de Pfizer de tests plutôt très encourageants à propos justement d'un vaccin qu'ils sont en train de préparer. Mais bon, je retiens de cette discussion que pour vous, la Chine est la grande gagnante économiquement et que d'un point de vue boursier, ça reste tout de même assez compliqué à jouer de votre point de vue. Tout à fait. C'est bien résumé. Bravo Vincent. Merci. Merci, à bientôt.